Donc, je m'appelle Pauline Marie, je suis responsable marketing chez Cement. On vous a expliqué tout à l'heure, mais je vais vous présenter rapidement notre entreprise parce qu'en fait, j'ai fait, vous allez le voir, souvent le parallèle avec ce que j'ai fait chez Cement et les actions que je vous conseille de faire, par exemple. Donc c'est plus simple si vous connaissez l'entreprise. Donc Cement, c'est un outil, un logiciel qui est destiné aux syndics de copropriété, mais aussi aux copropriétaires et conseils syndicaux. C'est en fait une plateforme qui permet de réunir plusieurs services tels que la gestion des incidents, la messagerie, les sondages et surtout faire les assemblées générales, que ce soit en présentiel ou à distance, puisque depuis le Covid, une loi est passée permettant donc aux syndics de copropriété de faire leur assemblée générale à distance. Donc tout, c'est une plateforme un peu globale et qui a été, donc l'entreprise a été créée en 2016 et moi je suis arrivée fin 2019, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et donc je vais vous présenter comment mettre en place des actions de communication digitale efficaces facilement. Mon but, ça va être vraiment de revoir les bases et de donner des actions un peu simples que tout le monde peut mettre en place. Que vous soyez vraiment dans le marketing ou pas, ça va vous permettre de vous donner des premiers conseils et des premières astuces à mettre en place. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire vraiment trouver sa cible, et c'est ce qu'on appelle dans le marketing créer son persona. Donc j'ai mis la définition en haut, c'est vraiment représenter un groupe ou un segment cible dans le cadre d'un développement d'une activité marketing. Et le but, ça va être de lui donner des caractéristiques sociales, psychologiques, on peut même lui trouver un prénom, un âge, tout ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de faire un profil complet pour que vous sachiez à qui vous vous adressez. Et on va voir après pourquoi c'est important. Donc si on prend le cas de Cement, notre première cible principale, ça va être par exemple le syndic de copropriété. Donc on peut imaginer Michel, 42 ans, qui habite en zone urbaine. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le digital, mais qui a une volonté de s'améliorer et de vouloir s'intéresser justement au digital. Il souffre de la mauvaise satisfaction de son métier, qui est aussi vu comme un métier vieillissant. On trouve souvent aussi que Michel est un mauvais communicant de par son métier, c'est vraiment l'image qu'on voit du syndic. Alors là vraiment, c'est un persona où il ne faut pas hésiter aussi à forcer les traits et à aller vraiment caricaturer le personnage. Et donc il souhaite aussi beaucoup changer l'image du syndic. Donc à quoi ça va servir de savoir ça? Ça va vous servir à établir tout d'abord votre stratégie et de déterminer les canaux de communication. On ne va pas parler à Michel, 42 ans, syndic de copropriété, de la même manière qu'à un copropriétaire qui, lui, habite dans un logement, qui a 30 ans et qui est hyper digital. Ça ne va pas du tout être les mêmes réseaux sociaux ou la même manière de porter son message. En fait, ça va être complètement différent. Et donc, du coup, ça va être le but d'adapter aussi son contenu selon la cible. Donc là, une fois qu'on a créé son persona, le but, ça va être de se dire comment j'approche cette cible. Donc, quelle stratégie adopter? Dans un premier temps, avant de parler de stratégie marketing, je vais aussi parler de stratégie au sein de l'entreprise. Guillaume vous en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais nous, c'est poser la question, est-ce qu'on met en place, on embauche quelqu'un, un commercial qui va aller dans les agences immobilières et démarcher les syndics de copropriété? Ou est-ce qu'on passe au tout digital, et c'est-à-dire qu'on met en place vraiment qu'une stratégie en ligne? Et si on compare, je ne vais pas donner les chiffres parce que je pense que je vais dire n'importe quoi, mais si on prend un commercial qui va devoir se déplacer, on va devoir donc lui payer son salaire, ses déplacements, il va faire quoi? 3-4 rendez-vous par jour? Si vous faites en digital, on compare avec ce qu'on a fait chez Cement, on a fait 5 à 8 démos par jour. Donc les ratios ne sont pas les mêmes, et en plus on fait tout en visioconférence. Vous pouvez même tout de suite parler d'un contrat. Alors après, effectivement, c'est ce qu'on a fait plus tard, c'est que si on n'arrive pas à aller au bout de cette démonstration, ou si on voit qu'il manque pas grand-chose pour arriver à signer avec cette personne, donc vous pouvez toujours aller vous déplacer ensuite la voir, mais le ratio n'est pas le même si on prend quelqu'un en commercial ou si on fait tout en digital. Alors après, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'au bout d'un an, on a fini par en embaucher un, mais le but de commencer, c'est peut-être de mettre en place une stratégie digitale. C'est pas, je dis pas qu'il faut faire ça, mais en tout cas, c'est ce que nous, on a fait. Chez Cement, donc ouais, on a fait plus de 150 démos en un an, et on est passé de 4 à 55 clients, que par le digital.
Quelle stratégie vous allez mettre en place ensuite marketing? Qu'est-ce qu'on va faire du B2B, du B2C? Nous, par exemple, on est sur du B2B puisqu'on s'adresse directement aux syndics de copropriété, mais on aurait pu faire du B2C si on voulait s'adresser directement aux copropriétaires. Après, on peut voir qu'on peut faire du B2B2C, c'est-à-dire que nous, on s'adresse aux syndics de copropriété pour ensuite en fait toucher le copropriétaire car c'est lui qui va payer notre logiciel. Donc il y a différentes manières, différentes stratégies à poser. Je vous invite aussi à faire un workflow. Alors là, c'est vraiment un terme qui peut faire peur, mais c'est tout simple. En fait, c'est de mettre en place votre stratégie. Comment je vais aller démarcher le syndic de copropriété. Une fois que j'ai envoyé un premier message, qu'est-ce que je fais suite à ce premier message? Une fois qu'il a signé, qu'est-ce que je fais de lui, etc. Enfin, c'est vraiment faire toutes les étapes de votre démarchage client, en fait. Nous, ce qu'on a adopté comme stratégie, c'est ce qu'on appelle du gros hacking. Le gros hacking, en fait, ça peut être barbare comme ça, mais c'est plein de petites méthodes qui permettent de faire de la croissance rapidement. Et en fait, ça va vous permettre de toucher plusieurs personnes en même temps. Un commercial, il va aller dans une agence, il va toucher une personne, il va aller dans une autre agence, il va toucher une autre personne. Avec le gros hacking, on va le voir tout de suite après avec les actions de communication. Vous faites un truc sur LinkedIn, vous touchez peut-être 1000 personnes en même temps. Alors sur les 1000 personnes, il n'y en a pas 1000 qui vont revenir vers vous, mais ça permet quand même de toucher un maximum de monde. Donc comment créer de l'engagement et comment commencer? Alors je vais peut-être empiéter un peu avec ce qu'a dit Emmanuel auparavant. Nous, on a commencé principalement sur LinkedIn et contrairement à ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'on peut croire que les personnes qui viennent commenter et liker ne vont pas venir vers vous automatiquement. Nous, personnellement, c'est des clients qui sont revenus après. Donc les premières choses que je vous inviterai à faire, c'est de effectivement vous faire un profil LinkedIn, de bien l'optimiser. De toute façon, LinkedIn est assez, comment dire, je dirais intuitif pour pouvoir le faire. On vous dit tout ce qu'il y a à faire, la description, des choses comme ça. Donc effectivement, il vaut mieux le compléter au maximum pour être plus visible. Et les premières actions qu'il va falloir faire, c'est d'aller parler à vos clients. Nous, par exemple, on a mis, bon, j'empiète sur la slide d'après. On a tapé syndic de copropriété sur LinkedIn. Alors j'ai mis après, non, c'est pas là. Bon, je l'ai mis plus tard. Je ne sais plus combien de résultats, par exemple. Donc c'est très facile sur LinkedIn de cibler directement un corps de métier, puisque vous avez juste à taper le métier et vous avez tout de suite les recherches. Vous allez donc taper le corps de métier que vous cherchez, par exemple. Vous allez pouvoir les demander en ami. Ensuite, leur parler et aller liker leur post, commenter leur post. Ça, c'est vraiment les premières choses à faire si vous voulez créer un réseau. Malheureusement, je crois que LinkedIn, maintenant, a fait une mise à jour, donc on ne peut plus inviter autant de personnes qu'on veut. C'est assez limité, mais ça reste quand même vraiment les meilleures choses à faire. Donc, comme je disais, envoyer des messages personnels, commenter pour être visible. En fait, à force de voir votre nom apparaître sur les commentaires, ça va apparaître sur d'autres syndics de copropriété avec qui ils sont amis, etc. C'est vraiment créer son réseau, en fait. Nous, ce qu'on a mis en place, alors je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est parce que c'est pas forcément une méthode. Guillaume me dit oui. C'est pas une méthode peut-être légale, je sais pas. C'est de mettre en place des robots. Alors attention, il faut vraiment l'utiliser en parcimonie. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des robots qui vont aller automatiquement chaque jour envoyer des messages au syndic de copropriété. Et pas pour vendre, c'est juste pour dire des fois bonjour, j'ai vu que vous avez liké ce post, qu'est-ce que vous en pensez? Ou essayer de créer des débats, des discussions qui vont après peut-être vous mener à parler de votre produit ou de votre service. Mais ça ne va pas être forcément tout de suite bonjour, vous êtes syndic de copropriété, mon logiciel vous intéresse peut-être, c'est pas le but. On a même des fois envoyé des messages où on disait juste bonjour, est-ce que vous allez bien? Et il n'y avait rien d'autre. On attendait que la personne ensuite nous réponde et là après c'est la personne qui est derrière, c'est plus le robot. Mais le but c'est que des messages sont envoyés automatiquement chaque jour et ça va vous permettre de créer des discussions. Alors forcément au tout début ça va vous prendre aussi énormément de temps. Avec Alice, on l'a fait souvent, de devoir répondre du coup à tous les syndics de copropriété, prendre le temps de parler avec eux, créer des débats. On avait même mis en place une fausse étude où on disait bonjour, on sait que vous souffrez d'insatisfaction, à votre avis, pourquoi c'est dû? On va créer une étude, on aimerait bien récolter vos avis. Et du coup, les syndics de copropriété, ils ont adoré parce qu'ils sont obligés de parler d'eux, de leurs problèmes, et ça, les clients, ils adorent ça.
Donc ils nous parlent de leurs problèmes, nous on récolte les avis. Ça nous permet aussi nous d'affiner notre stratégie par rapport à Siemens, de voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Et ça a permis de créer des échanges et puis ensuite leur dire écoutez, on a peut-être une solution qui pourrait vous aider. Donc parler, faire de la veille sur les réseaux sociaux, donc être présent, suivre des pages et des personnes. N'hésitez pas aussi à suivre les personnes très influentes, on en parlera tout à l'heure. Suivre des pages et des groupes. Et donc envoyer des messages, mais attention aux robots, il faut vraiment les utiliser par parcimonie. On a arrêté au bout d'un certain temps où on estimait qu'on avait déjà un réseau assez conséquent. Donc ensuite, après avoir fait tout ce travail de réseau, ce qui va être important pour vous, ça va être de vous créer une base de données, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de mails, de noms, de prénoms, de professions, pour pouvoir ensuite les adresser, que ce soit par mail ou autre part. Donc, comment récolter de la data facilement? Ça va être en créant des formulaires, par exemple. Donc un formulaire, pourquoi? Par exemple, si vous faites un événement, que ce soit en ligne ou physique, comme vous avez fait pour venir ici d'ailleurs, vous avez rempli un formulaire et ces données-là, après, vous pouvez les utiliser ou non, ça dépend si vous avez demandé les autorisations, bien sûr. Par la création aussi d'une newsletter, pardon. Par exemple, vous le mettez sur un site où vous faites un post sur Instagram. Bonjour, nous venons de créer notre newsletter. Si vous voulez vous inscrire, remplissez ce formulaire. Nom, prénom, formation, email. Ce sont vraiment les 4 fondamentaux pour pouvoir vraiment se créer une bonne base. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des livres blancs, des contenus, analyses, landing page, etc. Là aussi, j'en reviendrai plus tard, c'est comment inciter les gens à s'inscrire sur un formulaire, c'est aussi très simple. Vous faites des posts, des fois, on y reviendra tout à l'heure. Donc toutes ces données, ça va vous permettre de créer votre base. Et il y a une autre manière encore de faire, qui n'est pas forcément, encore une fois, peut-être légale, c'est de scraper les données. Alors, scraper les données, c'est légal, c'est ce que vous en faites après qui est plus controversé. Donc il y a des logiciels qui existent tels que Phantom Buster où vous allez par exemple lui demander d'aller sur tous les sites internet de l'immobilier comme nous par exemple et ils vont vous prendre toutes les données, c'est-à-dire ils vont vous récolter tous les emails sur un grand fichier Excel. Donc des fois c'est énorme. Après vous pouvez cibler si c'est du coup des sites d'immobilier qui font de la gestion immobilière ou juste qui utilisent tel logiciel ou des choses comme ça parce que vous pouvez après affiner vos messages selon les sites. Scraper les données, ça peut être aussi aller scraper sur un groupe, sur un réseau social. Nous par exemple on avait groupe des syndics de copropriété ou groupe d'entraide ou des choses comme ça sur LinkedIn et Facebook. Il y avait peut-être 600 personnes sur ces groupes et ça nous a permis de pouvoir récupérer leur nom, leur prénom. Des fois, on n'a pas de mail, mais d'avoir leur nom et leur prénom, ça permet de peut-être leur envoyer un message ou peut-être de les retrouver sur LinkedIn ou des choses comme ça. Vous pouvez le faire bien sûr aussi à la main, mais ça sera beaucoup plus long. Et il y a aussi aller voir des influenceurs. Alors des influenceurs, c'est pas forcément les influenceurs qu'on voit sur Instagram. Nous, par exemple, ça va être des gens qui ont de l'influence sur le domaine où on travaille. Par exemple, Gilles Frémont, qui est le président de la NGC, donc c'est une grande association des gestionnaires des copros. Et lui, dès qu'il fait un post, par exemple, il y a, je sais pas, 2000 likes, je sais pas combien de commentaires dessus, ce que nous, on ne fait pas, par exemple. Et le but, c'est d'aller prendre ces personnes qui ont liké son post et les personnes qui ont commenté pour pouvoir se les mettre dans une base de données ou pouvoir par exemple les adresser plus tard, c'est-à-dire recommencer avec ce système de messages sur LinkedIn ou leur dire bonjour, j'ai vu que vous avez liké le post de Gilles, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites ou votre commentaire est très pertinent et là après encore une fois on engage une discussion pour pouvoir en plus les adresser après. Donc ce système de formulaire, nous par exemple, là je vous ai mis un exemple, c'est juste pour faire des démonstrations de notre logiciel. On a mis un post sur LinkedIn, bonjour, on fait des démos tous les vendredis à 9h, venez vous inscrire, et puis voilà. Après ça vous permet de récolter les données. Ensuite, une fois que vous avez donc récolté toutes ces données pour faire votre base client, ça va être difficile peut-être pour vous de la gérer parce qu'un fichier Excel avec 1000 contacts, c'est pas gérable. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser un CRM, c'est ce que je vous conseille, mais c'est pas obligatoire. Un CRM, c'est un logiciel qui va vous permettre de traiter, analyser les informations dans le but d'offrir du coup un service plus personnalisé. Parce que dans toutes ces données que vous allez récolter, vous allez avoir des personnes, alors par exemple nous,
quand on a récolté toutes les données au début, on avait des syndics de copropriété, mais on avait aussi des comptables, par exemple, qui se cachaient dedans, des comptables de copropriété, des assistants. On avait peut-être même parfois des prestataires de ces syndics, on avait des plombiers, des électriciens, des concierges, et ça, c'est des personnes qui ne nous intéressent pas. Donc le but, ça va être aussi de trier votre base pour savoir à qui s'adresser et à qui on ne s'adresse pas, à qui on supprime tout simplement. Ça permet aussi de savoir comment on va s'adresser à ces prospects qui sont chauds, froids, aux clients tout simplement, parce qu'une fois qu'un syndic par exemple a signé un contrat avec nous, on ne va pas s'adresser de la même manière qu'avec un client où on n'a eu qu'un seul rendez-vous et il ne s'est rien passé après. Donc le but, ça va être de pouvoir identifier plus facilement les groupes de personnes. J'ai fait un exemple concret à côté où moi je crée des listes de contacts. Donc par exemple on a la liste 13 où je sais que ce contact a une entreprise associée, donc je sais où il travaille. Il est sans transaction, ça veut dire que je n'ai fait aucun rendez-vous avec lui. Et par contre, il ouvre tous nos mails, peut-être parce qu'il est inscrit à notre newsletter. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous, mais à qui on n'a jamais adressé de mail. Donc le but, ça va être de lui envoyer un email de relance, par exemple, pour une démonstration. Bonjour, j'ai vu que vous vous intéressez à notre newsletter, est-ce que ça vous intéresserait de faire une démo lundi prochain? Ça permet vraiment de faire une relance, sauf que cette relance, elle va être faite sur toute la liste, donc elle va peut-être être faite sur 800 personnes. Donc sur 800 personnes, vous allez pouvoir récupérer peut-être une vingtaine de personnes pour un rendez-vous. Ensuite, vous avez la liste 7, par exemple, qui est la liste de contacts à qui on ne connaît pas son entreprise, mais qui, pareil, on n'a pas de transaction, mais ouvre nos mails. Donc elle, on va la contacter différemment, encore une fois. On va lui envoyer un mail plutôt pour lui dire « Bonjour, j'ai vu que vous vous intéressez à nous. Est-ce que vous souhaitez un rendez-vous pour qu'on en discute? J'aimerais en savoir plus sur vous. Si vous n'avez pas le temps, voici un petit formulaire pour en apprendre plus sur votre activité. » Et là, encore une fois, vous demandez un formulaire où on va demander son entreprise. Donc, ce qui va nous permettre, une fois après, de connaître son entreprise ou l'agence où il travaille. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, chaque liste permet d'adresser un message différent et de s'adresser aussi différemment. Un CRM, ça vous permet aussi d'automatiser ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire la manière dont vous procédez dans vos actions de communication. Bon, là, on rentre vraiment dans les détails, mais par exemple, si vous avez un client avec qui vous avez signé un contrat, à partir du moment où je mets que ce client a signé avec nous, le CRM peut envoyer automatiquement un message pour dire « Bonjour, ravi de nous compter parmi nous, êtes-vous dispo la semaine prochaine pour une formation ?» par exemple. Donc ça, ça revient beaucoup plus après, mais c'est des petites actions qu'on peut faire par exemple avec un CRM. Un CRM, ça permet aussi de se connecter avec ses réseaux sociaux pour vraiment avoir tout sur un seul et même logiciel. Vous pouvez aussi créer des landing pages, plein de choses comme ça. Et le dernier but du CRM, ça va être aussi de retracer l'ensemble des actions. Si je clique sur un contact aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que je lui ai envoyé comme mail, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, est-ce qu'on a eu un rendez-vous par téléphone, est-ce qu'on a déjà fait une visio. Ça va vraiment permettre de vous organiser sur toute la base de données que vous êtes faite. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc je vais passer à la suite, là où ça va être vraiment de vous donner des astuces, donc des actions à mener facilement. Donc on va revenir encore une fois à LinkedIn. Encore une fois, je parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est parce que nous, notre cible est très présente sur ce réseau social, mais vous pouvez très bien l'adapter, que ce soit sur Facebook, Instagram. Si vous avez des cibles très jeunes, ça peut être maintenant TikTok ou Instagram aussi, Snapchat. Comme on l'a dit tout à l'heure, LinkedIn a un algorithme et donc du coup, il va préférer quelques posts à d'autres. On a une étude qu'on a regardée sur LinkedIn avec Pierre-Nicolas Schwabs qui a regardé un peu d'où venait la viralité des posts. Et on sait que déjà, dans un premier temps, la taille de votre réseau va beaucoup compter. Effectivement, si moi j'ai 3000 personnes dans mon réseau et Alice 50, on va forcément pas avoir la même viralité sur le post. Il y a beaucoup moins de monde qui vont voir votre article ou votre post, oui. 19% dépend du nombre de mots dans votre post, donc on y reviendra après. Il faut entre 220 mots et 230 pour qu'un post soit plus viral. Et il dépend aussi de la présence des emojis. Ça peut paraître énorme, mais un post devrait contenir entre 16 et 18 emojis pour vraiment attirer l'attention. Et parce que aussi, ça va vous permettre d'avoir un flux plus fluide, aéré. Et le fait d'aérer avec des emojis, ça va permettre aussi aux gens de passer plus de temps sur votre post et de dérouler votre post.
Donc, ce que aime LinkedIn, c'est la régularité, donc publier minimum une fois par semaine. Donc, Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure. Il aime aussi l'engagement, donc les commentaires, les partages et les likes. Mais c'est pas forcément évident d'avoir des commentaires. On peut croire que c'est juste de dire « et vous, qu'en pensez-vous » à la fin du post et que les gens vont venir vous le commenter. Vous l'avez peut-être déjà fait. Concrètement, ça marche pas. Moi, je l'ai déjà fait, ça ne marche pas du tout. Par exemple, j'ai ici un exemple où on a fait une conférence. Si vous voulez avoir des commentaires, vous faites une présentation de votre conférence avec les détails techniques. Bien sûr, vous ne mettez pas le lien d'inscription. LinkedIn n'aime pas ça. Alors apparemment, ça aurait peut-être changé, mais LinkedIn n'aime pas les liens externes. Donc si vous voulez mettre un lien, il faut le mettre en premier commentaire, par exemple. Et le but, nous, c'était de dire, on le voit à la toute fin, si vous êtes intéressé par cette conférence, commentez pour recevoir le lien de conférence. Ou alors, des fois, c'est commenter et je vous envoie par lien en perso. J'imagine que vous avez déjà dû voir ça, par message perso. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 290 commentaires et 122 j'aime. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est l'une des plus grandes publications qu'on ait pu faire, c'est que ça apporte de l'engagement. Une personne commente, 2 personnes commentent, et à partir de ce moment-là, les gens viennent tous commenter votre post. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que LinkedIn aime l'engagement et les commentaires, mais c'est pas si évident que ça d'amener les gens à venir commenter votre post. Des fois, poser une question et mener un débat, c'est pas suffisant. Donc le partage est aussi important et les likes aussi, bien sûr. Donc les liens sortants, ça je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de les mettre et essayer que vos lecteurs passent plus de temps sur vos publications. Donc ça va être par une longueur de post conséquente, mais ça va être aussi en ajoutant une photo, une vidéo ou même un carrousel, c'est le fait de mettre plusieurs images à la suite pour dérouler un peu le contenu. Donc ça, plus les lecteurs vont passer du temps, plus votre post il va ranker, ce qu'on appelle. Comment faire un bon post avec un visuel facilement? Donc ça va être créer du bon contenu, forcément. Si vous dites un peu des choses bateaux, ça va pas intéresser. Aérer le texte et utiliser des emojis avec les bullet points, ce qu'on a vu quand on fait point par point, c'est toujours plus simple. Faire des vidéos et des carousels et ajouter des hashtags. Comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, faut pas des fois vous casser la tête à vouloir créer tout le temps du contenu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une conférence sur les erreurs à éviter quand on fait une assemblée générale. Et la semaine d'après, c'était le lundi, erreur numéro 1 à éviter, carrousel, et puis ça disait l'erreur numéro 1. Le mercredi, on disait erreur numéro 2 à éviter, et on donnait les raisons. Comme quoi, avec une conférence, en fait, on peut faire beaucoup plus, on peut faire 5 ou 6 posts après juste avoir fait un contenu, en fait. Ça va être pareil pour un article de blog, on le coupe en 3-4 parties, et puis on va pouvoir après le mettre en post LinkedIn. Donc, les idées de post, ça va être de promouvoir des événements, donc partager des documents internes avec des formulaires, bien sûr, pour vous créer encore plus de données. La reprise de contenu d'une conférence ou d'un post ou d'un blog. Partager des chiffres ou des données de votre entreprise. Des fois, quand on parle de son entreprise, quand on n'en parle pas souvent, quand on en parle, les gens aiment beaucoup ça. Enfin, quand on partage des chiffres, des choses de concret, souvent les clients aiment ça. Et partager des témoignages clients. Donc ça, c'est juste des petites idées que vous pouvez reprendre si vous n'avez pas d'idées, parce que des fois, c'est aussi le fléau un peu des réseaux sociaux, c'est qu'on aimerait bien poster, mais on ne sait pas quoi. Créer des visuels facilement, ça va être de mettre une photo ou une image. Pareil, des fois, il ne faut pas du tout se casser la tête. Comme l'a dit Emmanuel, vous allez sur Canva, vous tapez post LinkedIn, vous allez avoir le format adapté. Vous tapez story Instagram, pardon, vous allez avoir le format adapté aussi. Et des fois même, vous avez des templates tout faits, vous avez juste à remplacer certains mots, certaines images. Les outils, pareil, je vous les ai mis à la fin, vous allez pouvoir reprendre si ça vous intéresse. Et l'une des manières de créer des bons posts, c'est ce qu'on appelle le copywriting. C'est une méthode qui va vous permettre en fait de mieux vendre sans le faire directement finalement. Et aussi d'impacter un peu plus votre lecture, que ce soit un peu plus intéressant et surtout que, ça attise un peu les curiosités. Donc ça, c'est une méthode qu'on a appliquée nous très récemment. Vous pouvez l'utiliser que ce soit pour vos posts sur les réseaux sociaux, mais aussi pour un article de blog, un site internet. Le but, ça va être de vous aider à trouver des méthodes. Le copywriting, c'est plusieurs méthodes, hein, c'est pas qu'un seul truc. C'est plusieurs méthodes qui vont vous aider déjà aussi à trouver encore une fois des idées. Des fois, on sait plus quoi dire à force de poster. Et ça, c'est des méthodes qui vont vous permettre de pouvoir réfléchir. Donc, je vous ai fait encore une fois quelques exemples. Donc, tout à l'heure,
Emmanuel en parlait, donc on a le AIDA, qui est attention, interest, désir, action. En fait, ça va être le but d'attiser de l'attention pour créer de l'intérêt, parler des désirs de votre client pour ensuite le faire passer à l'action. Donc on a comme exemple, nous, faire ces assemblées générales 100% à vote par correspondance, est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est juste le titre accrocheur et après, vous continuez dans votre poste à toujours attirer cette attention et cet intérêt. Vous avez aussi trouvé les titres accrocheurs en jouant sur les émotions, donc la peur, l'excitation, la jalousie. Si on prend la peur, vous avez par exemple les 3 erreurs à éviter pour votre assemblée générale en 2021. Là, tout de suite, on a envie de lire le post, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce que je pourrais éviter, comment je pourrais m'améliorer. Vous avez l'excitation, j'ai augmenté de 30% la participation à mes assemblées générales. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent, ou alors j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 10%, et là, tout le monde a envie de voir c'est quoi son astuce. La jalousie, vous avez par exemple faire son assemblée générale à distance, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Donc là, tout de suite, on a envie d'y aller. Encore une fois, c'est vraiment caricaturé, c'est un peu ce qu'on appelle aussi les titres putaclic, mais c'est ce qui marche. Vous avez aussi la méthode de faire du storytelling, donc raconter un fait, une réussite ou une histoire personnelle. Je vous ai mis un exemple de Nina Ramen, qui est une très bonne copywriteuse que je vous invite à suivre, qui va parler d'un fait personnel. On se demande qu'est-ce que ça a à faire là sur LinkedIn. Elle dit 15% des femmes ont déjà eu une fausse couche, j'en fais partie. Au début, on ne voit que ça. Forcément, on déroule, on a envie de savoir. Ensuite, elle explique toute sa vie privée sans rentrer dans les détails, bien sûr, pour ensuite, en fait, nous expliquer qu'elle a créé une newsletter à destination des femmes qui n'osent pas parler de leurs tabous, des choses comme ça. Donc en fait, on part d'une histoire personnelle pour en fait revenir sur son produit et vendre son service ou son produit. Donc c'est vraiment des bonnes méthodes qui vont vous permettre de parler de votre entreprise sans faire de la vente directe comme on peut voir. Regardez mon outil, il est génial, ça personne n'a envie de le voir quoi, franchement. Et après vous avez la méthode du FOMO qu'on voit aussi beaucoup, c'est créer de l'urgence et un sentiment de rareté. Par exemple en vente, le FOMO ça va être les ventes flash que vous avez de 14h à 15h, faut vite se dépêcher parce qu'après la vente elle sera terminée. Là vous pouvez exactement créer ce sentiment aussi d'urgence en créant un post, je sais pas, en disant j'ai fait un événement mais il n'y a que 15 places, dépêchez-vous quoi. Donc ça, c'est vraiment des idées qui peuvent vous aider à créer des posts facilement. Dans les dernières actions que je vous conseille de faire, ce serait de créer une newsletter. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait, par exemple? Personne? Bon. Donc créer une newsletter, ça peut être vraiment très intéressant. Nous, on l'a fait au tout début, je pense quelques mois après qu'on soit arrivé chez Siemens, et aujourd'hui, on a plus de 2500 abonnés à notre newsletter. Donc c'est quand même un bon réseau qui permet d'échanger aussi souvent et régulièrement. Quand je parle de 2500 personnes, c'est vraiment 2500 syndics donc avec qui on peut échanger et qui attendent notre contenu. Donc on le fait une fois toutes les 2 semaines. Pardon. Donc comment créer une bonne newsletter? Le but c'est de publier régulièrement, adapter son contenu forcément à la cible. Nous on parle souvent aux syndics de copropriété, donc on ne va pas mettre des articles par exemple à destination du copropriétaire. Ne pas faire de la vente obligatoirement, ça c'est encore un conseil que je donne, mais c'est pas obligatoire. Dans notre newsletter, on parle parfois de Siemens qu'une fois parce qu'on fait une conférence, mais c'est plus promouvoir un événement, on ne parle pas vraiment de notre produit. Ou alors ça va être plus une astuce sur notre outil pour s'il y a des clients qui s'abonnent à notre newsletter, mais on ne va pas vraiment parler de notre produit en lui-même. Écrire du contenu de qualité toujours et ajouter des call to action, c'est-à-dire le but d'une newsletter c'est quand même toujours de devoir aller amener à une autre page ou à votre site internet ou à un événement ou à un article que vous avez fait ou à votre site internet que vous avez fait un article de blog qui concerne ce sujet, des choses comme ça. Le but c'est quand même de pouvoir amener la personne à un endroit fixe. Donc des idées de contenu, vous pouvez mettre dans votre newsletter des agendas pour les événements, des articles, des offres d'emploi, des petites astuces, des jeux, l'actualité, que ce soit sur des actualités internes à votre entreprise, comme on a embauché quelqu'un aujourd'hui, machin, ou alors sur votre marché. Donc là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on fait nous. C'est pas forcément très long, on publie une fois toutes les 2 semaines, c'est assez régulier, donc ça nous permet de mettre peu d'informations, mais de le faire régulièrement en fait. Donc les recommandations d'outils et de personnes à suivre.
Donc dans les outils, vous allez retrouver en création visuelle Canva, qui est gratuit, et Crello aussi. Donc il y a des options payantes, mais vous pouvez quasiment tout faire gratuitement. Et en payant, vous avez toute la suite Adobe comme Photoshop. En CRM, donc nous on utilise HubSpot, mais vous avez aussi Salesforce et vous en avez beaucoup d'autres. Je vous laisserai regarder vous-même, mais ce sont les deux plus grands, je pense. En scrapping, donc on a Phantom Buster que nous on a utilisé. Donc ça va vraiment vous permettre de prendre des données sur des sites internet ou sur des posts LinkedIn. Et après, en fait, ces fichiers Excel-là, vous pouvez les remettre sur Skylead pour créer des messages automatisés sur LinkedIn. Donc ça, c'est les deux outils aussi qu'on utilisait. On n'utilise plus du tout maintenant. Et ça a un certain coût aussi, je pense. Newsletter et emailing, il y a Sendinblue, Mailchimp, la liste et HubSpot. Pareil, certains ont des options payantes et des options gratuites, donc je vous laisserai voir ce qui peut vous intéresser. Et ensuite, les personnes à suivre, je vous laisse prendre en photo si ça vous intéresse. Comme je disais, en copywriting, il y a Nina Ramen, il y a Grégoire Gambato aussi qui fait des posts LinkedIn énormément vus, où il parle souvent de la création de son entreprise ou des choses comme ça. Yann Le Nain qui parle beaucoup aussi de marketing, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante, Fabien Ferreira aussi, et les autres également que vous pouvez suivre sur LinkedIn. Rien que pour ça, si vous ne savez pas comment faire pour créer un LinkedIn attrayant, vous pouvez vous inspirer d'eux et franchement c'est des bonnes sources. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions.